Monsieur l'ambassadeur, nous sommes ravis. L'équipe du Le 360 et précisément l'émission Grand Format et moi-même d'effectuer une interview à la résidence de France, dans un lieu emblématique chargé de symboles. Notre entretien composé ou sera composé de trois chapitres. Le premier, c'est sur un bilan global de la relation France-Maroc. Et le deuxième chapitre sur le Sahara marocain et le soutien de la France. Et troisième chapitre, c'est les perspectives et projets d'avenir. Oui. Tout d'abord, c'est un an après la visite du président Macron au Maroc. Quel bilan tirez-vous de la coopération bilatérale dans les divers domaines politiques, économiques et culturels? D'abord, je suis aussi très heureux qu'on se retrouve ici, à cette résidence. Vous disiez qu'elle est chargée de symboles. Et quand on regarde l'architecture, c'est un symbole qui a été résolument tourné vers l'avenir, vers la modernité. Il y a beaucoup de bâtiments ici, au Maroc ou à Rabat, qui parlent de ce qui s'est passé entre la France et le Maroc avant l'indépendance. Les ambassadeurs qui m'ont précédé ont voulu rompre avec cette symbolique d'autrefois pour, à travers l'architecture, parler de l'avenir. C'est pour ça que c'est un disciple de Le Corbusier, une architecture résolument moderniste qui nous accueille aujourd'hui. Et je crois que cet état d'esprit, c'est vraiment celui dans lequel on s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de la relation bilatérale, qui, comme vous savez, a été refondée il y a à peu près un an, lors de la visite du président de la République à l'invitation de Sa Majesté le Roi. Ce qui me satisfait le plus comme ambassadeur, ayant eu la chance de vivre cette période, c'est que nous avons retrouvé, je crois, l'intimité stratégique franco-marocaine, mais que nous l'avons retrouvée sur des bases nouvelles. La première de ces bases, et c'est très important, c'est que nous avons décidé, choisi d'être beaucoup plus attentifs aux attentes du partenaire. C'est d'abord une question d'écoute, une question de respect, une question de prise en compte des intérêts de l'autre et de voir dans quelle mesure nous pouvons y faire droit. Nous allons revenir sur ce point, mais avant tout, on voudrait avoir une idée sur la coopération économique actuelle. Alors ensuite, bien entendu, à côté de cela, il y a toutes sortes de chapitres du fameux livre que Sa Majesté nous a invités à écrire, qui relèvent d'intérêts convergents avec la certitude que nous serons plus forts ensemble que singulièrement. Je prends un exemple qui est un des plus éloquents en matière d'énergie. Il y a d'énormément de grands projets, ceux qui ont été lancés par Total Energy, ceux qui ont été annoncés par Engie, d'autres sur lesquels travaille EDF, qui visent à construire une communauté de destin énergétique entre le Maroc, future puissance des énergies vertes, et la France, un pays qui a besoin et qui s'est engagé, d'ailleurs, on est aujourd'hui le jour de la COP, l'ouverture de la COP 30 au Brésil, nous sommes à l'avant-garde du monde, et on n'est pas si nombreux pour honorer notre engagement en termes de réduction des émissions de carbone, et pour ça, nous avons besoin de l'aide de nos partenaires pour nous amener de l'énergie verte, de l'hydrogène, de l'électricité. Donc c'est un élément très important de ces retrouvailles, à la fois économique, technologique et évidemment environnemental. D'accord. Alors pour terminer ce chapitre sur le bilan, on voudrait aussi, cette coopération culturelle est-elle aussi riche, aussi diversifiée? Peut-être sur les aspects économiques, il y a une autre dimension qui est très importante, d'ailleurs pour laquelle on a besoin d'énergie verte, c'est la coopération industrielle. Vous avez vu, il y a quelques jours, une nouvelle annonce de Renault de création de 7500 emplois et de nouvelles lignes de fabrication, de production de véhicules automobiles ici au Maroc. Le Maroc est déjà le premier exportateur d'automobiles en Europe.
grâce d'ailleurs aux sociétés françaises qui ont fait le choix du Maroc et qui s'en trouvent très bien. Vous avez vu, il y a à peu près un mois, une annonce, d'ailleurs Sa Majesté le Roi était présent au moment de cette annonce, d'une usine de safran Oui. qui qualifie le Maroc dans la première division en termes de technologie de l'aéronautique, parce que le moteur, c'est une chose extrêmement complexe. Donc on aura un moteur complètement, Un moteur qui sera assemblé au Maroc. Réacteur. Voilà, pour les avions de ligne, c'est le leader mondial dans ce domaine. Il a choisi de faire confiance au Maroc pour avoir, à côté de son usine française principale, une usine aussi au Maroc qui fera à peu près la même chose. Donc tous ces sujets-là, ça montre que notre destin dans les industries d'aujourd'hui et de demain est de plus en plus associé. Et si nous n'avions pas trouvé le moyen de refonder notre relation avec la volonté de nos deux chefs d'État, mais aujourd'hui en mobilisant tant d'acteurs, je ne suis pas sûr que ces projets auraient été annoncés et lancés dans les mêmes conditions, avec autant de confiance que ces paris seront non seulement relevés, mais gagnés. Ok, si on peut faire un peu marche arrière et parler de la coopération culturelle, et je sais qu'elle est importante, pour nos téléspectateurs, quels vont être les grands moments forts de cette coopération culturelle? La coopération culturelle, elle a beaucoup de facettes. Elle est celle que nous développons à travers les 50 ou plus de 50 établissements d'enseignement et les 50 000 jeunes qui sont dans nos écoles. Elle est celle que nous développons dans les 12 instituts culturels un peu partout dans le Maroc, avec des cours de français, avec une programmation culturelle. Ce que nous cherchons aujourd'hui, oui, c'est bien entendu rester le partenaire, j'allais dire, de référence de tous ceux qui ont avec nous la francophonie en partage et qui aiment bien voir comment évolue la culture française à travers l'offre de l'Institut français. Mais ce que nous avons voulu inscrire dans cette nouvelle étape de nos relations, c'est quelque chose de plus. C'est d'aller rencontrer les Marocaines et les Marocains, jeunes d'abord, mais pas exclusivement, là où ils sont, là où ils vivent, là où ils travaillent. C'est-à-dire sortir un peu, en quelque sorte, de notre zone de confort pour aller à la rencontre de ce peuple marocain qui vit, qui bouge, qui est plus jeune que nous, et qu'il faut arriver à toucher au bon sens du terme, c'est-à-dire avec des choses qui l'intéressent. Par exemple, tout ce qu'on a fait sur le jeu vidéo, on voit bien que ça correspond à la jeunesse d'aujourd'hui, un peu dans tous les pays du monde, mais aussi en matière culturelle, une offre de films, une offre de spectacles, une offre de musique, une offre d'exposition d'art plastique qui soit beaucoup plus hybride et qui ne soit pas la France qui parle au Maroc, mais la France qui co-construit avec les Marocains d'aujourd'hui de la création culturelle. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est vraiment l'esprit de la nouvelle étape dans laquelle on est. Nous allons aborder un des points très importants. C'est le Sahara marocain et le soutien de la France. La résolution, comme vous le savez, 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée récemment. Comment la France soutient-elle concrètement le Maroc dans ce dossier et quelle avancée cela traduit-il pour la position du Royaume à l'international? C'est une histoire ancienne pour développer ce point. Qui a connu le 31 octobre je dirais pas une conclusion, mais qui a franchi une étape absolument majeure. Et nous avons voulu être à chaque moment le partenaire le plus fidèle, le plus engagé aux côtés du Maroc sur cette cause existentielle, comme cela a été dit par mes ministres il y a quelques mois. Si on revient en arrière rapidement, dès les années 70, dès après la Marche verte, la France a été aux côtés du Maroc, y compris à l'époque parfois militairement. Si on va un peu plus loin, en 2007, lorsque le plan d'autonomie a été présenté, la France a été le premier pays et pendant longtemps le seul à dire que c'était un bon plan et que c'était une base majeure sur laquelle travailler. Et puis, plus récemment, en 2024, dans le cadre de ce que j'appelle la refondation de notre partenariat,
Le président de la République a dit très clairement que pour lui, le présent, l'avenir de ces territoires s'inscrivait dans le cadre de la souveraineté marocaine. Nous sommes battus pour que ces termes restent dans la résolution du 31 octobre. Et nous avons également dit que la seule solution politique, c'était l'autonomie sous souveraineté Parlez-nous un marocaine. peu des coulisses sur cette Les coulisses ont été celles de beaucoup de discussions. Et nous avons été de ceux, bien évidemment, avec les Américains et quelques autres, qui nous nous sommes mobilisés à tous les niveaux de l'État français, du président de la République, aux ministres, aux ambassadeurs, aux administrations à Paris et aux équipes à New York, pour que la dynamique, le momentum qui était constaté par tout le monde en faveur du plan d'autonomie marocain soit reflété dans la résolution finalement adoptée et que par conséquent, elle augure favorablement d'une reprise de négociations entre les parties prenantes, mais sur une base désormais nouvelle, puisque la base est bien celle du plan d'autonomie de ces territoires sous souveraineté marocaine. Et donc c'est un changement considérable. Bien entendu, dans une négociation, il y a des hauts et il y a des bas. Mais nous avons été de ceux, aux côtés du Maroc et des États-Unis, qui avons veillé scrupuleusement, heure après heure, j'allais dire presque minute après minute, dans les dernières étapes de la négociation, pour que la résolution reste bien sur ses rails, avec une référence claire, incontestable, à l'autonomie sous souveraineté marocaine. C'est ce qui se retrouve dans le texte. Et nous avons évidemment beaucoup d'espoir sur le fait que la dynamique qui a été constatée au Conseil de sécurité se poursuive, et nous serons évidemment là dans le rôle qui sera déterminé avec le Maroc et avec nos partenaires, ni plus ni moins, pour accompagner jusqu'au terme cette dynamique. Comme dans un match de rugby ou de foot, il faut aller jusqu'au moment où voilà, on marque le but, on marque l'essai. Un accompagnement positif. Mais avant de revenir sur les perspectives de coopération, je dirais économique, dans les provinces sahariennes, la France elle s'est engagée dans le passé par des projets comme à travers l'AFD, le Forum économique de Dakar. Quel projet d'investissement concret pourrait entreprendre la France pour accompagner le développement économique de cette région? L'engagement que nous avons pris vis-à-vis du Maroc, c'est d'être dans tous les domaines, et en particulier sur cette question du Sahara, encore une fois, l'allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret. Donc on a rappelé ce qui s'est passé et le rôle que nous avons joué aux Nations Unies, mais en parallèle, nous avons développé sur le terrain tous les outils de coopération que nous avons depuis des dizaines d'années avec les autres régions du Maroc, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan des visas. Tout ça aujourd'hui existe, et il y a un an, il n'y avait rien de tout cela. Donc c'est assez nouveau, mais c'est aujourd'hui tout à fait concret et utilisé. Sur le plan du business et sur le plan du développement, vous avez rappelé un forum avec des grands patrons qui sont venus directement de Paris. Sur le plan du développement, vous avez rappelé ce que l'Agence française de développement... Est-ce qu'ils ont déjà une feuille de route ou des projets à réaliser? Oui. S'il y en a, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns? Le plus spectaculaire aujourd'hui, c'est un projet qui est terminé d'ailleurs, de centrale éolienne, qui permet, à côté de Dakhla, de faire fonctionner une usine de dessalement de l'eau de mer, qui est en phase de conclusion, laquelle, eau de mer dessalée, permettra d'irriguer un vaste périmètre de au moins 5000 hectares de production agricole. Mais la station est terminée, là. La centrale éolienne est terminée. Ce sont parmi
les plus hautes éoliennes du monde. Je crois qu'elles font 120 mètres ou quelque chose comme ça. Et elle produit autour de 70 mégawatts d'énergie totalement verte, c'est-à-dire produite par le vent qui est très fort dans ces régions. Donc là, on a un bon exemple. L'Agence française de développement travaille avec les deux régions de l'Aïoun et de Dakhla à identifier. Est-ce que la France, sa contribution est dans cette centrale d'éoliennes? Non, c'est une entreprise française d'énergie. Oui. Et de dessalement qui a construit et qui achève cette usine. Elle est tout à fait spectaculaire, hein, à côté de Dakhla. Des entreprises françaises travaillent sur les grandes infrastructures portuaires et l'Agence française de développement va s'associer au plan de développement régional pour financer directement un certain nombre d'actions, par exemple à vocation environnementale. Il y a une magnifique lagune à Dakhla. Il y a un potentiel touristique qui a déjà commencé à se réaliser. Il est évidemment très important que l'environnement soit protégé et que les touristes, les hôtels ne viennent pas altérer, abîmer la biodiversité. Alors sur le plan diplomatique excellence, est-ce que la France n'envisage-t-elle pas renforcer sa présence? On sait que beaucoup de touristes viennent à Dakhla et la région. Et comment on peut traduire? Il y a... Est-ce qu'on ne pourrait pas voir localement un consulat? Il y a une compagnie française, Transavia, qui est une filiale d'Air France, oui, une société où l'État conserve une part de l'actionnariat, qui atterrit à Dakhla directement depuis Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais ça continue et ça s'amplifie. Donc c'est déjà quelque chose, vous ne voyez pas de compagnie nationale d'autres pays atterrir sur cet aéroport aujourd'hui. Il y a peut-être des vols de low cost ou des choses comme ça. Oui. Donc ça, c'est un signe que nous croyons dans le potentiel de cette région. J'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé des infrastructures. Mais pourquoi pas une ouverture d'un consulat? Aujourd'hui, parce qu'il y a les visas, alors, il y a un consulat, les citoyens français. Un consulat, ça a deux missions. La première mission, c'est de proposer des visas, un service de visa pour les ressortissants de la région. Oui. Nous l'avons ouvert au mois de mai. Depuis le mois de mai, vous pouvez à la Aïoun engager, déposer votre dossier pour l'obtention d'un visa. Ça n'avait jamais existé, jamais dans cette région du Maroc, jamais. Bon. En ce qui concerne l'autre activité des consulaires, qui est de s'occuper des Français, elle est évidemment proportionnée au nombre de ressortissants. Il faut savoir que dans ces deux provinces du Sud, on comptabilise à peine 100 Français. Et donc nous avons choisi de traiter cette question, c'est-à-dire celle du renouvellement de leur passeport, de leur carte d'identité, déclaration de naissance, c'est quand même pas des choses que l'on fait tous les jours, par des tournées consulaires, c'est-à-dire que nous avons des agents consulaires qui se rendent au contact de ces Français et qui, en cas de besoin, instruisent leurs demandes. J'étais moi-même ambassadeur en Australie, et pour la ville de Melbourne, où il doit y avoir à peu près 15 000 Français, sinon aujourd'hui davantage, c'était le système que nous avions. Il y avait des gens du consulat de Sydney qui venaient faire des tournées et apporter les services des Français. Donc vous imaginez que pour 100 Français, ça me paraît à ce stade une mais pratique rien n'empêche que suffisante. Dans le futur, une telle cellule consulaire. Bien sûr. Et comme on dit, je pense aussi chez vous, l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Mais je pense que nous avons prouvé tous ces derniers mois d'accord, vous, personnellement, que notre engagement êtes-vous d'accord personnellement pour l'ouverture d'un cousin? Nous sommes partis de la réponse aux questions pratiques qui se posaient. Vous pouvez aujourd'hui étudier dans des écoles françaises, passer le bac et passer le brevet là-bas, ça n'était pas possible en 2024. Vous pouvez prendre des cours de français, vous associer à des spectacles de la culture française, vous ne le pouviez pas avant. Vous pouvez engager votre procédure de visa depuis l'Aïoun sans aller à Agadir. Et si vous êtes français, eh bien, vous pouvez vous renseigner sur les moyens d'obtenir votre passeport ou renouveler votre CNI. Ça me paraît très largement correspondre aux réalités et surtout constituer une empreinte qu'aucun autre pays, ni occidental, ni africain, n'a dans ces provinces.
Aucun autre pays, bien entendu européen, occidental, n'a un centre culturel, n'a des écoles comme la nôtre. Et les pays africains, à ma connaissance, dont les ressortissants sont présents en nombre, n'ont pas de centre culturel, n'ont pas non plus forcément ouvert tous les crédits de financement pour que les entreprises investissent. Donc la France a fait ce choix qui est un choix politique, mais c'est aussi un choix concret et un choix qui coûte, c'est de l'investissement. Monsieur l'ambassadeur, nous allons passer au dernier chapitre, le troisième, c'est celui des perspectives. Vous en avez parlé, des projets pour l'avenir, mais au-delà des provinces sahariennes, quels projets ou initiatives incarnent la coopération économique franco-marocaine et quelles nouvelles perspectives voit-on pour les prochains mois? Je l'ai dit, hein, avoir permis au Maroc, dans un partenariat gagnant-gagnant, de devenir le premier exportateur d'automobiles vers l'Europe, c'est un pari gagné qui va être prolongé à travers les nouvelles décisions. Faire du Maroc une des grandes plateformes industrielles de la première division en matière aéronautique, c'est aussi une réussite formidable et un pari qui, je suis sûr, sera relevé. Contribuer à la réussite du programme de dessalement d'eau de mer avec des compagnies françaises qui sont les champions mondiaux, qu'il s'agisse de Veolia ou de Suez, ce sont les champions mondiaux dans ces domaines-là. C'est aussi accompagner le Maroc dans une politique qu'il a décidée et qui est extrêmement nécessaire pour ses villes et pour son agriculture. Contribuer à la réforme de l'éducation, contribuer à la formation des jeunes Marocains, à la formation professionnelle ou formation supérieure, c'est aussi être un partenaire qui accompagne le Maroc dans des choix qu'il a fait lui-même, mais qui nous profiteront à l'un comme à l'autre. Je reviens au Sahara marocain, puisque le partenariat franco-marocain n'est plus à prouver. Je pense beaucoup plus au rôle que pourrait jouer la France sur le plan international. Oui. Comment? Alors, ce rôle-là, nous l'avons prouvé. Si vous considérez la France qui est un témoin de ce territoire. Elle a récupéré, plutôt le Maroc a récupéré, a obtenu son indépendance. Vous savez très bien, la France sait très bien. Elle a une carte visite. La France est aux côtés du Maroc depuis le premier jour sur cette question du Sahara. Et on l'a encore démontré il y a quelques jours. Mais si vous regardez, entre le moment où le président de la République s'est adressé à Sa Majesté le Roi sur cette question et le début des négociations au Conseil de sécurité, toute une série de pays européens, et pas des moindres, y compris d'ailleurs la Grande-Bretagne, ont souligné le caractère prioritaire de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Donc la France a pris ses responsabilités, mais elle a eu aussi un effet d'entraînement sur beaucoup d'autres. Voilà. Et puis, dans les derniers jours, au Conseil de sécurité, nous avons fait un gros effort, ça a été, je crois, rappelé dans certains journaux, pour convaincre des partenaires, en premier lieu les partenaires européens, qu'il fallait voter en faveur de la résolution. Ça n'allait pas de soi. Il y avait un certain nombre qui avaient dites-nous le nom. Par exemple, la Slovénie. Oui. Hein, la Slovénie, c'est tout à fait souveraine et tout à fait capable de se déterminer par elle-même. Mais c'est un partenaire dans l'Union européenne, c'est un pays avec lequel nous avons beaucoup de relations. Et au titre de ces relations, nous avons parlé avec la Slovénie, parlé encore. La France n'a pas tort. Nous allons terminer sur une note positive. Voilà, c'était positif jusqu'à présent. Non, pour moi, j'ai des questions autres à vous poser. On laisse la politique à part et on parle un peu de... Mais c'est grand et c'est noble, la politique. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Parce que ce que nous cherchons à faire avec le Maroc, c'est quand même construire un monde meilleur par le rapprochement, sans exclusif, sans monopole, de nos deux pays, à travers, encore une fois, l'énergie, l'industrie, la formation des hommes et des femmes. Tout ça, c'est l'avenir. Donc, je voulais dire, nous allons aborder un peu de votre vie privée. Quel spectacle artistique vous avez vu dernièrement et qui vous a plu? J'ai la chance d'être
d'être venu depuis que je suis tout petit au Maroc. L'autre jour, je me suis Ah oui. promené dans la ville de Fès, justement pour voir un très beau spectacle, qui était le spectacle d'ouverture du festival des cultures soufis, à l'invitation de M. Scalli, qui en est Oui. le promoteur, l'inventeur. C'était un très beau spectacle, avec d'ailleurs un mélange de musique marocaine, soufie et espagnole, andalouse. Et je me suis souvenu en me promenant dans Fès que la première fois que j'étais venu, c'était 49 ans Ah oui. avant, plus tôt. Ah oui. J'étais quand même assez petit. D'accord. Donc j'ai eu vraiment la chance à plusieurs reprises de me frotter comme un étranger, hein, mais un étranger engagé à la culture marocaine, à sa cuisine. Je fais la fortune de mon tailleur grâce à la cuisine marocaine qui me fait assez régulièrement changer de taille de costume. Mais il y a aussi des choses qui m'émeuvent beaucoup dans ce que le Maroc, depuis des siècles et des siècles, sait représenter comme confluence de cultures. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent au Chella, qui n'était pas aussi bien aménagé qu'aujourd'hui, pas aussi bien mis en valeur. Et j'ai retrouvé ici, dans le Chella, tellement bien mis en valeur ces dernières années, depuis qu'il a rouvert, euh, cette, cette coexistence, même si c'est à des siècles de distance, entre la culture qui est la nôtre en Europe, c'est-à-dire la culture latine, la présence d'une ville romaine sur les bords du Bourg-et-Greg. Et c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup ici, c'est qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose qui ne parlerait pas, qui ne partagerait pas avec les autres cultures. Monsieur l'ambassadeur, j'ai appris que vous aimez lire. Oui. Quel livre vous avez entre les mains en ce moment? Pour tout vous dire, j'achève en ce moment une biographie intéressante et sans doute dont on pourrait discuter longtemps du sultan puis roi Mohamed V, qui d'ailleurs m'a été offerte par des amis marocains. Nous avons la chance d'avoir rencontré M. Tosi, donc j'ai relu aussi son ouvrage célèbre Tisser le temps politique au Maroc. Voilà. Et puis je suis ami de Tar Benjelloun, donc je lis sa production romanesque qui est assez régulière. Alors, pour vous remercier et terminer cette émission, le Maroc organise la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours. Est-ce que vous n'êtes pas tenté pour aller voir un match, assister à un match extrêmement tenté, Oui, plus qu'un si possible. Moi je trouve que le football, j'ai été élevé quand j'étais petit en Italie, donc c'est si je puis dire, une religion là-bas, le football, depuis très longtemps. Et je trouve que le football européen, qui mobilise beaucoup d'argent, des grands groupes, a perdu un peu de sa spontanéité et de sa fraîcheur, en tout cas par rapport aux souvenirs que j'avais moi du football dans les années 70. Et on retrouve dans le football africain une spontanéité, une créativité, une fraîcheur, même si beaucoup de joueurs jouent dans les championnats européens ou étrangers. Et donc j'ai beaucoup d'impatience de retrouver ici, au Maroc, à travers la CAN, quelque chose du football que j'ai connu et que j'ai aimé quand j'étais jeune, du football spectacle, de matchs dont le score, enfin le score final n'est pas forcément écrit à l'avance, où c'est pas toujours ceux qui sont favoris qui l'emportent à la fin, même si j'ai quand même la conviction que le Maroc va faire un très beau parcours espérons. Hein. Espérons. et je suis assez confiant de ce point de vue-là, si vous me permettez. Notre émission, monsieur l'ambassadeur, sur cette envie d'aller voir les compétitions, les matchs de la CAN. Notre émission est terminée. Nous vous remercions pour tout l'intérêt, le temps que vous nous avez accordé. Mais nos téléspectateurs, merci également pour vous. Nous sommes arrivés à terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. À vous.